Après une nuit passée sous les étoiles, petit déjeuner partagé en famille avec Maggie, Olivier et leurs enfants. Et il est désormais temps de se préparer pour reprendre le chemin. Il est encore tellement long. Maggie, Olivier, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre accueil et pour ce merveilleux moment passé ensemble. Avec grand plaisir. Est-ce que vous acceptez, avant que nous partions, qu'on fasse une petite photo souvenir? Voilà, pour vous remercier et puis vous laisser un petit souvenir de notre passage. Superbe. Les enfants peuvent venir avec nous? Ah bah oui. Et loin les Yuna. Et revenir Stéphane, voilà. Et maintenant, il faut attendre quelques minutes et ça va être bon, on va voir la photo apparaître. Et donc, on vous remet cette petite photo souvenir, ça n'a pas fini encore voilà, d'avoir les couleurs. Superbe. Oui. Vous allez la garder, cette petite photo? Oui. Ouais. Ben, Yuna, de toute façon, à tout à l'heure, à Sirkawa. Au revoir. D'accord? À tout à l'heure, nous dire Au revoir. au revoir. Effectivement, sur les conseils de la petite Yuna, nous partons pour Sirkawa, une école atypique installée à Saint-Pierre-du-Chemin. Quelle merveilleuse nuit! Nous revivons ce rendez-vous unique. Chaque minute repasse dans nos têtes. Pourrions-nous d'ailleurs dire que nous avons toujours des étoiles plein les yeux? Olivier et Maggie nous ont orientés vers ici. Ah, peut-être. Je vois quelque chose. Voilà. À mon avis, nous sommes à la bonne adresse. Sirkawa. Maintenant, on va essayer de trouver le responsable. Y a quelqu'un? Bon, je vais essayer de frapper. Ce sera peut-être la manière la plus simple. Bonjour. Bonjour, Enchantée, Marion. Pascal, Pascal. bienvenue. Merci. Alors, Pascal, Oui, ce matin, nous étions chez Maggie et Olivier et Oui. leur petite fille Yuna. qui Nous va a- pas nous a- tarder à arriver, je pense. Exactement, nous a dit Oui. qu'elle venait chez vous à Sirkawa. Tout à fait. Et alors là, ça a vraiment attiré notre curiosité. C'est pourquoi on a souhaité vous rencontrer. Très bien. Est-ce qu'on peut se dire tu déjà? Bien sûr, on va se dire tu. Merci. C'est- Donc nous voici à Saint-Pierre-du-Chemin, Oui, une école de cirque. absolument. Pourquoi? Comment? Alors, l'école de cirque, elle est arrivée ici en 2013. Tout récemment. C'est assez récent, ça fait à peu près bientôt 8 ans. Et puis, on est installé ici. Alors, au départ, nous étions locataires du lieu. Et ensuite, l'association qui dirige l'école de cirque est devenue propriétaire depuis 2016. Voilà. On est installé sur 5 hectares. Oui, ce qui est très grand. Oui, c'est grand. C'était la nécessité d'avoir du terrain pour les chevaux, pour pouvoir leur permettre de vivre une vie de cheval, et non pas de vivre comme la plupart des chevaux de cirque, contingentés dans des box de 3 mètres carrés, enfin de 3 par 3, ou bien et vivre principalement dans des transports, dans des caravanes, dans des tentes un peu chaudes l'été, froides l'hiver. C'est quelque chose d'important pour toi, ça, Pascal, les animaux en plein air. Oui, c'est important de leur faire vivre une vraie vie de cheval en échange du travail qu'ils fournissent pour nous en spectacle, qui n'est pas pour eux quelque chose de naturel. Donc, en échange, on leur offre une vie de cheval. Voilà. Le respect de l'animal. Le respect de l'animal, absolument. Travailler sur son éthogramme, par exemple, c'est-à-dire ne leur faire que des choses qui correspondent à leur tempérament et leurs conditions naturelles. Ils ont l'air très heureux. Alors, ce qui est étonnant ici, Pascal, quand on arrive chez toi à la Grande Sonnère, c'est ça, lieu dit la Grande Sonnère, oui. on n'a pas cette image d'Épinal du cirque. Voilà, nous, on a hésité à avancer, on se dit c'est ici, c'est pas ici. Vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes pas les premiers parce qu'en fait, souvent, l'image d'Épinal du cirque, c'est le chapiteau. Oui. Alors un chapiteau, la toile, tout ça, d'abord, ce sont des contraintes techniques énormes qui sont pas toujours très confortables. Par exemple, quand il fait cette chaleur-là, comme on a aujourd'hui, c'est intenable sous un chapiteau. Oui. Et l'hiver, c'est très très froid.
Pascal, ici, donc, tu as une activité d'école du cirque. Est-ce que tu fais aussi du spectacle? Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette grange? En fait, c'est un lieu multi-activité. Il y a essentiellement, bien sûr, articulé autour du spectacle et principalement du spectacle de cirque. Le spectacle de cirque permet de partir dans énormément de disciplines. Le cirque, c'est pas un art en soi, c'est un agglomérat c'est un agglomérat de choses très diverses comme la musique, l'acrobatie, le sport, les chevaux. Donc là, c'est notre salle de spectacle. Quand on fait des spectacles uniquement sur le plateau, c'est-à-dire par exemple ici, là où on peut faire des aériens, du tissu, de l'acrobatie, ou de la danse, ou du concert. Donc dans ce cas-là, ça se passe ici et le gradin est en face. D'accord. Pascal, je vois plusieurs personnes. Alors Vincent, peut-être, dont tu nous parlais tout à l'heure. Vincent, qui est cofondateur avec moi, qui est un peu le couteau suisse de la compagnie, puisqu'il sait tout faire. Il est essentiel, ce Il est personnage. essentiel, il sait tout faire, et donc ça va de la couture jusqu'au cours de cirque, en passant par le travail des chevaux. Et puis Emma, qui est notre stagiaire BPGEPS, c'est une élève qui a commencé le cirque chez nous. D'accord. Et qui ensuite, nous l'avons préparée, après avoir fait bien sûr une pratique en amateur, on l'a préparée pour présenter ce qu'on appelle les prérequis du BPGEPS, c'est-à-dire donc c'est comme un examen d'entrée dans une école qui s'appelle l'AFCA, l'Association française de cirque adapté, où elle passe son BPGEPS. On avait accueilli aussi pas mal de service civique aussi, à qui on essaie de transmettre quelque chose. Alors, au départ, c'est une sensibilisation, ils aiment ou ils n'aiment pas, puis après, si jamais ils s'accrochent, et ben, nous, on est là pour justement transmettre et les former avec l'aide de partenaires institutionnels. Et ici, ça appartient à une association, il est important que ça puisse être pérenne, justement, oui, et vraiment impliqué dans le territoire. Pascal, je crois que les enfants ne vont pas tarder à arriver. Ne devrait pas tarder, oui. Ce que je souhaiterais avant, c'est qu'on se pose tous les deux et qu'on parle un petit peu de ton parcours. Oui, On est parti? parti. Pascal, l'univers du cirque est quand même un univers particulier. Comment es-tu arrivé jusqu'au cirque? C'est tout ça, c'est l'enfance. C'est vraiment lié à l'enfance parce que je vivais déjà dans une ville, je suis né dans une ville où le cirque est très important. C'était la ville de Rouen, où il y avait un cirque en dur, pas un chapiteau. Là. C'était vraiment un cirque construit. Et mes grands-parents étaient très amateurs de cirque, amis d'ailleurs avec des gens de cirque, au point que la sœur de mon grand-père avait épousé un directeur de cirque belge. Génial. Et donc, j'ai toujours baigné un peu, j'ai toujours été voir des spectacles de cirque. C'était la piste aux étoiles, hein, c'est-à-dire sûr. l'émission que les plus de Emblématique, 40 ans mythique. connaissent. Et puis, un jour, sur un tournage, il se trouve que j'étais cavalier de concours, cavalier amateur, piètre cavalier amateur, mais... Et je m'intéressais bien sûr au cirque et aux animaux, bien sûr. Et j'ai rencontré Jean Rochefort qui lui... Le grand Jean Rochefort. Le comédien, oui. Le grand Jean Rochefort, oui. Qui n'est pas si grand que ça, d'ailleurs. Il donne toujours l'impression de... En talent. Ah oui, bien sûr, oui. Et donc, il me dit, mais pourquoi tu ne mélanges pas les chevaux, la musique, le chant, la comédie, pour faire une compagnie Tout ton savoir, toutes tes capacités. Voilà, et donc c'est ce que j'ai fait en lui demandant, je lui avais dit, si je le fais, je te demanderai d'en être le président d'honneur, ce qu'il avait accepté. Il a été le président d'honneur de Circawa jusqu'à sa mort, en 2017, je crois. Voilà. On va faire une photo. Et les enfants, on va faire une photo. Voilà. Vous venez avec nous? Allez. On va se mettre juste là. On va faire ton plus beau sourire. Merci Yuna. Merci pour cette chouette adresse. Là encore, on ne pouvait pas se tromper en plaçant cet établissement sous la protection du très grand Jean Rochefort. Rappelez-vous, c'est bien lui qui déclarait que les animaux avaient du mérite. Eh bien oui, le mérite de ne jamais décevoir. C'est tellement juste. Bravo et belle vie à Circawa. Les kilomètres défilent. Ils défilent tellement vite.
Toujours plus déterminés, poursuivons notre aventure. Et voici Mervan. Mervan et son célébrissime barrage de Saint-Luc. Une carte postale à couper le souffle. Image après image, de 1955 à nos jours, suivons le fil de son histoire. Très instructif, nous apprenons plein de choses. Exemple, saviez-vous que la mise en place du lac artificiel a rayé un village entier de la carte? Parlons aussi du caractère insolite, hors norme de ce chantier. Un chantier bien évidemment avant-gardiste pour l'époque. Extra. Bonjour monsieur, Bonjour. enchanté Marion. Bonjour. À quelques pas de la carrière La Balingue, notre chemin croise celui de Patrice. Patrice, ce boulanger, fils de boulanger et beau-père de boulanger. Vous me suivez? Moi, j'ai repris la direction de l'entreprise parce que c'est une petite entreprise en 1991. Et puis, j'ai fait valoir mes droits à la retraite il y a 6 mois maintenant. Donc maintenant, c'est ma fille et mon gendre, tous les deux, qui gèrent l'entreprise. La boulangerie est toujours dans la famille. Toujours dans la famille, depuis 1951. Est-ce que, bien évidemment, dans les années 50, le tourisme ne se développait pas encore, mais 70, 80, par contre, là, il a pu s'asseoir. 75, c'est l'ouverture de la Lutine, parce que ça s'appelle la Lutine, si vous voulez. C'est un joli nom, la Oui, Lutine. je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça s'appelle la Lutine. Mais en 1975, il faut savoir que la forêt de Mervan avait vraiment le vent en poupe. C'est-à-dire que c'était la balade familiale dominicale des gens. Beaucoup des Rochelais. La Rochelle venait beaucoup en forêt de Mervan. Niort, tous les gens venaient en forêt, et notamment au 1er mai, qui était la journée où tout le monde passait la journée en forêt le 1er mai pour ramasser le muguet. Bien sûr. Et donc, la lutine s'est ouverte le 1er mai 75. Voilà. Alors, en avançant, là, je vois qu'il y a des petits lutins sur la pelouse. Je pense que c'est un symbole au nom de la boulangerie. Alors, pourquoi la lutine? Mon père était au courant de cette légende de sorcellerie qui disait que sur le lieu même de la Balingue, c'est-à-dire le lieu dit la Balingue, Où nous sommes, donc. où nous sommes, 9 chemins forestiers arrivaient à cet endroit-là, dans cette clairière, là, au milieu des pins sylvestres. 9 chemins forestiers arrivaient là, et la légende disait que le jour du 1er de l'an, ou le soir du 31 décembre plutôt, les 9 lutins arrivaient tout de blanc vêtus pour jeter des sorts à ceux qui avaient un petit peu abusé de la soirée. Voilà. C'est une belle légende. Qu'est-ce qui fait la réussite d'une brioche vendéenne? Alors, la réussite d'une brioche vendéenne, c'est d'abord évidemment les ingrédients. Aujourd'hui, plus ça va, plus on revient vers des ingrédients plus haut de gamme, voire bio presque, et certains bio carrément. Et puis aussi, c'est sur la durée, les temps de repos qui développent les... Alors ça, je ne dévoile rien, parce que tout le monde aujourd'hui sait ça. Et puis, tous les boulangers de Vendée sont certains d'avoir la meilleure brioche de Vendée, c'est normal. Mais tout le monde a un petit peu ce retour vers les temps de repos et ce qu'on appelle les temps de pointage, ou les temps d'après, temps de pointage, qui sont des temps de repos pour laisser développer les arômes aux produits. Voilà. Alors c'est long, mais c'est une réussite. Voilà, mais il faut du temps, autant, mais comme dans pas mal de choses de métier de bouche, il faut du temps pour donner de la saveur aux produits. Voilà. Dans la famille boulanger, je voudrais la fille. Et Patrice nous présente alors sa fille Marie, qui est aujourd'hui à la tête de cette merveilleuse entreprise familiale. Bonjour Marie. Bonjour. J'ai rencontré votre papa sur le chemin qui m'a parlé un petit peu de cette belle boulangerie familiale. Est-ce que c'est une évidence pour vous de reprendre la boulangerie familiale? Disons que je suis un peu comme Obélix, hein. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Forcément. Je suis née dedans. Avec un grand-père et un papa Voilà, ouais, boulanger. j'ai toujours été dans la boulangerie et notre temps libre, hein, on le passait beaucoup dans la boulangerie. Et toute petite, eh ben, je disais toujours à mon grand-père, un jour je travaillerai dans la boulangerie, un jour je te remplacerai, papy. Et puis, comme mon fils d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui a 5 ans, c'est pareil. Ah, ça c'est chouette. Et puis après, évidemment, on grandit, on devient adolescente. Et là, on refoule un peu tout ça. Et on se dit que non, parce qu'on se rend compte aussi de la difficulté du métier. Hein. Ça peut paraître
tout beau comme ça de l'extérieur, mais c'est quand même le métier de boulanger. C'est un métier, on donne sa vie pour ça. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai toujours vécu dedans. C'est parce que mes parents étaient dedans tout le temps, donc voilà, je les accompagnais. Donc c'est sûr qu'à un moment donné de ma vie, c'était plus une évidence. Mais c'est toujours resté dans un petit coin de ma tête. Mon mémoire de fin d'année, d'ailleurs, je l'ai fait sur la boulangerie, alors que j'étais dans une boîte de cosmétiques bio, donc ça n'avait rien à voir. Et puis voilà, et puis un jour, papa nous dit, bon, bah moi, il est temps que je pense à m'arrêter, donc qu'est-ce que tu veux ? Et puis on y a réfléchi avec mon mari, parce que c'était pas une chose qui pouvait se faire toute seule. Et oui, c'est la question que je voulais vous poser. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est votre mari qui est le boulanger. Oui, tout à fait. Mais il n'était pas du tout de la profession. Et voilà, au bout de ces 2 années, on s'est dit, allez hop, on se lance. Puis ça doit être très touchant pour vous, à ce moment-là, oui. de voir votre papa transmettre à votre mari. Oui, tout à fait. Enfin, voilà, c'est des moments qui sont touchants et peut-être oui. votre mari plus tard ou même encore votre papa transmettre à votre fils. Oui. Si jamais il souhaite être la 4e génération qui reprenne cette boulangerie. Oui, ça pourra être très touchant. Après, il fera ce qu'il voudra. S'il veut pas faire ça, c'est pas grave. Marie, merci. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au fournil, vous croyez ? Bien sûr. Alors je vous suis. Merci. Guillaume ? Oui, Bonjour Guillaume. Enchantée Bonjour. Marion. enchanté. C'est Marie qui m'a proposé de venir jusqu'au fournil pour voir votre travail. Voilà. Pas de problème. On va juste regarder vos gestes et puis discuter un petit peu si vous acceptez. Écoute, je suis en train de façonner la brioche, donc je la pèse. Je la pèse en petits morceaux, en petits pâtons, on appelle ça, nous. Un petit pâton de 500 grammes pour faire des brioches de 500 grammes. Et on peut faire encore plus pour des mariages où on en fait en couronne. Oui, là, En vous faites couronne la grosse brioche de mariage. C'est ça. Guillaume, Marie m'a confié tout à l'heure que toi, au tout départ, tu n'étais pas boulanger. Et non. Ouais, j'étais commercial, on va dire. D'accord, commercial. Et alors Et je suis tombé amoureux de la fille du boulanger, donc... Et de la boulangerie, apparemment, également. Mais voilà, après, c'est des métiers passionnants. Quand on met les doigts dedans, ça devient... si on aime faire plaisir aux gens, Ouais, voilà, c'est la question que je vais poser. on prend vite goût à ces métiers-là. Ils sont pas faciles, certes, mais, Non, c'est des métiers physiques. mais qui sont plaisants pour plein de choses. Qu'est-ce qui te plaît, justement ? C'est ce travail, c'est ce façonnage du pain, de la brioche, des pâtisseries, ou c'est cette relation avec le client que tu peux avoir aussi après C'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est d'une part, oui, voilà, faire plaisir aux clients, le relationnel avec les clients, et puis c'est un travail assez sain. On sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on transpire un peu, et on essaie de faire du mieux qu'on peut tous les jours. Et puis voilà. Puis quand le client est content et qu'il nous le dit, c'est la meilleure des récompenses. Ouais, c'est la meilleure des récompenses. Let's go! Mettons la main à la pâte. Sous l'œil bienveillant de Guillaume, me voici prête à pétrir et à façonner de savoureuses brioches. J'adore! L'odeur, les arômes. Il y a un mélange de plein de choses. Du beurre, bien sûr, puis de la farine, de la levure, et enfin, plein de petits éléments appartenant au secret de famille. Guillaume va vite, il va même très très vite. Il a le geste, le coup de main. Assurément, il détient un sacré savoir-faire. Merci chef. On revient quand ? Et nos boulangers remplissent nos sacs de nombreuses douceurs, du pur bonheur. Quelle générosité. Marie, Guillaume, Patrice. Tout simplement, un immense merci. Marie, un petit cadeau, notre passage à la lutine. Voilà, comme ça vous pourrez la garder. Ouais, on va l'afficher dans la boulangerie. Oh, c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Très bel été, en tout cas. Oui, merci. Merci beaucoup. Et merci d'être venu nous rendre visite. Et longue vie à la boulangerie La Lutine. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Eh bien, quand je me promène, j'aime bien ramasser les déchets que je vois par terre. On a toujours le choix entre se plaindre ou agir. Bon, bah, je préfère agir. C'est chouette, c'est très chouette. On peut s'installer un petit peu avec toi, Marie ? Bon, oui, il n'y a pas de souci, au Ça contraire. marche ? Tu fais quoi dans la vie ? Je suis guide touristique. Ah, intéressant, guide touristique.